Et dans un instant sur Radio J, le Barbier du matin, Christophe Barbier, son invité politique, Christophe Barbier qui est déjà en studio le temps que l'invité politique nous rejoigne. Nous rejoigne. Il faut dire que ce matin, avec peut-être les conditions un petit peu compliquées sur la route en raison de la pluie, c'est peut-être un petit peu compliqué. Bon, Christophe, vous êtes déjà là avec nous. Bonjour tout d'abord. Et bonjour. On va justement en profiter puisqu'on est quand même à quelques jours du premier tour des élections législatives. On a tendance à oublier quand même que le premier tour est dimanche. Peut-être dire quand même un mot sur cette campagne qui a un petit peu du mal à prendre, qui en fait véritablement n'aura jamais pris, peut-être, Christophe. Oui, c'est une campagne qui a eu un petit peu du mal à prendre dans la lignée de la présidentielle. Fausse campagne présidentielle, fausse campagne législative, et puis l'impression que cette articulation entre une présidentielle et des législatives après, c'est un peu artificiel. Peut-être, et ça va peut-être être ma première question, qu'on va poser à Céline Calvez, qui nous a rejoint, qui elle se présente dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, où elle est députée sortante. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire voter les électeurs le même jour pour la présidentielle et pour les législatives ? Ça peut être une idée, et puis ça peut être abordé justement dans le grand chantier de réforme de la vie démocratique que propose Emmanuel Macron. Vous savez qu'aux côtés de l'éducation et de la santé, c'est un des chantiers que Emmanuel Macron veut vraiment pouvoir ouvrir, et ouvrir en associant l'ensemble des citoyens. La commission transpartisane et le Conseil national de la refondation. Exactement, de la refondation, comme vous venez de le souligner. Parce qu'on ne peut pas réfléchir sans les citoyens. Alors bien sûr, en tant que députés, nous représentons les citoyens, mais on a bien vu que des démarches comme la Convention citoyenne pouvaient être aussi une façon de compléter la démocratie représentative par la démocratie participative. Quant à revenir au moment des élections, c'est vrai qu'on avait des élections parfois législatives qui étaient décorrélées de l'élection présidentielle, on l'a connu. On peut se dire, ça fait partie des chantiers que l'on veut ouvrir et approfondir avec les citoyens. La polémique actuelle, c'est autour des déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui persiste et signe. Les policiers n'auraient pas dû tirer, la police tue, il veut changer l'ordre public. Que répondez-vous à Jean-Luc Mélenchon ? Nous répondons surtout aux Français que nous, on est aux côtés de la police. Et on est aux côtés de la police en renforçant ses effectifs. Parce que lors du premier quinquennat, on a recruté et créé 10 000 postes pour renforcer justement la présence. On va le faire pendant le prochain quinquennat pour avoir plus de personnes sur le terrain et pas seulement sur les bureaux. Et ça veut dire alléger la procédure. Moi, quand je rencontre les policiers de ma circonscription, souvent ils m'ont dit en 2017 que là où ils passaient le plus de temps, c'était plutôt pour de la procédure, alors qu'ils aiment être sur le terrain pour protéger les Français. Donc la confiance dans la police, on l'a par les moyens, par les effectifs, par ne serait-ce que l'investissement dans leurs véhicules, pour qu'ils puissent être à même de protéger les Français. Cette défiance envers la police, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon en fait preuve. Je pense que lui, il a toujours eu une attitude de défiance par rapport à la police, alors que nous, on a toujours eu une attitude de soutien et on continue à le faire. Il faut mettre Mélenchon hors d'état de nuire, affirme Christian Estrosi. Aujourd'hui, c'est votre adversaire principal ? C'est sans doute un adversaire et il faut le mettre hors d'état de nuire, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne se présente pas. Comment peut-il avoir l'arrogance de se prétendre peut-être Premier ministre alors qu'il ne s'est même pas présenté devant les Français lors de ces législatives. Le meilleur moyen d'éviter que Jean-Luc Mélenchon et sa coalition puissent nuire à la France, c'est de voter pour une majorité solide, franche et nette aux côtés d'Emmanuel Macron. Et donc ça, c'est le 12 et 19 juin dans les urnes. Et ça, c'est aux électeurs de droite que vous le dites, aux électeurs les Républicains, notamment chez vous, dans le 92, les Hauts-de-Seine, qui a été longtemps un fief républicain. C'est ce rapprochement qu'il faut opérer pour faire barrage à la NUP ? Moi, je parle pas seulement à des électeurs qui seraient plutôt à droite, je parle à l'ensemble, parce que on sait très bien aussi que nous avons des électeurs qui se disent plutôt de gauche et qui se méfient de cette nouvelle union de la gauche. Pourquoi ils s'en méfient ? Mais ils s'en méfient parce que, prenez l'exemple dans ma circonscription, nous avons une candidature, la NUPES, qui ne reflète qui est porté par 2 candidats issus de la France insoumise. Donc en fait là, n'ont pas voix au chapitre des représentants des écolos ou du PS. Donc je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est parler à l'ensemble des Français. Là où certains vont diviser, nous sommes là pour rassembler. On s'appelle Ensemble, c'est la bannière de la majorité présidentielle et ça traduit exactement ce que l'on veut faire. Dans le 92, pour en revenir, effectivement, c'est une terre qui était très à droite. Mais dès 2017, nous avons eu une majorité de députés La République En Marche qui a été apportée par ces citoyens. En fait, il faut voir aussi qu'il y a une évolution sociologique
politique du territoire des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine font confiance à Ensemble et à la République En Marche. Ils l'ont prouvé en 2017, ils l'ont prouvé en 2019 au moment des européennes. Et donc moi je pense que nous sommes en capacité de pouvoir représenter au mieux les intérêts, non seulement des habitants des Hauts-de-Seine, mais des Français. Et ça, les Hauts-de-Seine savent être responsables par rapport à la France. Il n'y a plus dans votre département, dans votre circonscription particulièrement, qui était la sienne, l'influence de Patrick Balkany ? Mais en fait, Patrick Balkany a mis son empreinte sur le Valois, puisqu'il a réussi à la transformer pendant des dizaines d'années. Donc vous comprenez bien que l'influence de Patrick Balkany, elle est encore dans les esprits. Par contre, on a eu un renouvellement ou parfois un pseudo-renouvellement de la droite, mais qui parfois n'est pas forcément très digne. Je vous prends un exemple. Dans ma circonscription, nous avons un candidat qui a été investi par les LR, les Républicains. Or, non seulement cette personne a été condamnée à 3 ans de prison en première instance, certes, mais dans le procès Big Malion, c'est quand même un contentieux électoral fort sur les élections de 2012. Mais forcément, cette investiture par les Républicains a entraîné une dissidence. Et donc, nous avons aussi une deuxième candidature à droite. En fait, comme en 2017, la droite reste divisée, alors que nous nous rassemblons. Donc moi je dis qu'il faut confirmer le choix de 2017, ce qui a rendu fiers les habitants de Levallois et de Clichy, je le sais, et donc il va falloir confirmer et ne pas retomber dans les divisions de la droite. La préoccupation principale des électeurs, c'est le pouvoir d'achat. Le litre d'essence se remet à flamber, il a repassé les 2 €. Est-ce qu'il faudra prolonger quasiment de manière pérenne la ristourne de 18 centimes ? En fait, sur le pouvoir d'achat, vous avez raison, on nous en parle souvent, c'est pas forcément par rapport au carburant ou par rapport à l'énergie, c'est de manière générale, c'est une vraie préoccupation. Et c'est pour ça que l'on souhaite que le premier texte qui soit voté par la nouvelle majorité puisse encadrer le pouvoir d'achat. Mais c'est pas uniquement la question de pérenniser les 18 centimes, il va falloir aussi trouver une meilleure façon de le répartir. Mais c'est aussi s'attaquer aux inégalités sur les retraites ou encore sur les salaires des fonctionnaires. Et donc ça va faire partie aussi du texte, c'est de dire on indexe de nouveau les pensions de retraite sur l'inflation et on dégèle l'indice des fonctionnaires. Ça veut dire que tout ça, c'est une rémunération en plus pour une quantité de personnes et c'est très important de pouvoir le faire. On a la chance d'avoir déjà pris des mesures et ça a préservé d'un taux d'inflation parfois double dans d'autres pays européens et on peut se targuer que nos factures d'électricité ou de gaz n'aient pas autant augmenté que dans les autres pays. C'est parce que nous avons pris les moyens et les mesures pour y faire face. Mais c'est un coût pour les finances publiques, c'est le budget de l'État, c'est les budgets sociaux qui vont payer cela. On va creuser notre dette encore. Mais en fait, on a creusé notre dette et notamment par rapport à la dette Covid. Mais en fait, il faut mieux creuser une dette quand les taux d'intérêt sont plus bas. Et puis, ça nous a permis surtout de pas s'endetter davantage. Parce que si nous n'avions pas pris ces décisions, nous aurions eu une perte d'emploi, une perte d'activité. Et en fait, ça serait cette perte de valeur très difficile de la recréer après. Donc, ces choix d'endettement ont été bien pris. Et quand il faudra davantage le faire, nous le ferons. Mais par contre, depuis 2017, vous avez vu que nous avons eu à cœur de pouvoir faire que les finances publiques soient plus saines. Quand on a une crise, on n'est pas aveugle et effectivement on peut aller vers une dette. Mais on a promis et par exemple en 2026, le président de la République s'est engagé à ce que la dette commence à être remboursée à partir de 2026. Donc on a une perspective non seulement d'aide et de prise en responsabilité de ce que la crise, qu'elle soit Covid ou autre aujourd'hui le fasse, mais on a vraiment un sentiment de ne pas laisser aux générations futures une trop charge lourde. Il y a un petit mystère sur le chèque alimentaire qui est en train de devenir un chèque rentrée scolaire ou un chèque inflation. Est-ce que vous avez des détails ? J'ai pas de détails à ce moment-là, mais en fait, ça fera partie aussi de nos discussions au Parlement, puisque nous aurons un projet de loi qui va être présenté fin juin par le gouvernement, et nous aurons le mois de juillet pour que, à l'Assemblée et au Sénat, nous puissions débattre des façons dont on peut faire au mieux. Alors, il faut que ça soit le plus juste sur les finances publiques, mais il faut que ça soit le plus justement réparti aussi et qu'on n'ait pas des effets pervers d'utilisation de ce chèque pour autre chose. Et puis, je pense que comme c'est alimentaire, il faut aussi pouvoir donner de la perspective. L'alimentation, c'est quelque chose de notre quotidien, c'est quelque chose de santé, mais c'est aussi une filière très importante. Il faudra faire du patriotisme économique. En fait, l'agroalimentaire, c'est peut-être un patriotisme économique, mais c'est aussi un réalisme écologique. Et nous devons accompagner les transformations de notre industrie agroalimentaire avec les perspectives de changement climatique très importantes chez nous. Bon, dans cette campagne législative un peu étrange, les sondages s'effritent pour la majorité. Est-ce que vous êtes inquiète ?
Moi, je suis pas inquiète parce que je sais très bien que les électeurs vont se mobiliser. Et les sondages, c'est un instant T. Et si les sondages peuvent aider à revigorer notre électorat pour qu'il puisse vraiment être là dans les urnes, non seulement pour porter sa voix, mais aussi, et j'en fais appel aux procurations pour pouvoir aussi permettre à ceux qui ne peuvent se déplacer d'exprimer leur voix, eh bien, ça se joue le 12, ça se joue pas avant. Alors, les voix de la NUP ou de la NUPES seront comptées comme telles. C'est ce que le Conseil d'État a décidé hier. Bon, c'est un mauvais point pour Gérald Darmanin qui avait tenté de les diviser, les éparpiller. En fait, il y avait eu cette polémique autour de est-ce que on va reconnaître par parti ou est-ce qu'on va reconnaître regroupement, par alliance. Le regroupement, de toute façon, ce serait fait médiatiquement par l'analyse des journalistes. Et bien maintenant, ce sera fait plus directement. Ça sera plus clair. Un dossier a été soulevé pendant la campagne présidentielle, c'est la promesse de suppression de la redevance audiovisuelle. C'est un dossier que vous connaissez bien, vous avez travaillé comme député sur ce sujet. Alors, comment remplacer cette redevance pour financer l'audiovisuel public ? Par le budget de l'État. La redevance, c'est ce qui permettait de prélever dans 28 millions de foyers 138 € et qui était directement affecté aux sociétés d'audiovisuel public. Quand on dit directement, en fait, on oublie un peu le Parlement, puisque nous avons pu, en 2019, passer le montant de la redevance de 139 à 138. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut considérer, c'est que l'audiovisuel public serait aussi important que la recherche ou que l'éducation. Donc, en fait, le budget de l'État peut être aussi une manière de fonctionner pour financer, et nous voulons continuer à financer l'audiovisuel public. Je trouve que cette consécration, elle devrait être davantage complétée, peut-être par une prévisibilité pluriannuel, par exemple, de ce que sont les moyens de l'audiovisuel public. Parce qu'on sait très bien, on l'a fait pour la recherche, on le fait pour la défense, on sait très bien que quand on investit dans les contenus, ou autrement dans les infrastructures, on a besoin de donner de la perspective et une trajectoire. Et je pense que ça pourrait être un bon moyen de consacrer l'audiovisuel public comme un bien public. Avec l'idée qu'on pourra serrer un peu la vis sur le fonctionnement et faire des économies à cet audiovisuel public. Mais en fait, si on regarde 2018 jusqu'à 2022, on a fait une trajectoire d'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu 190 millions de demandés avec une transformation axée sur le numérique ou sur des synergies entre sociétés d'audiovisuel public qui a été déjà faite de 2018 à 2020. Ce qui est important à souligner quand ça intègre le budget de l'État, c'est qu'on a une meilleure répartition puisque vous avez une progressivité. Là, aujourd'hui, que vous gagnez beaucoup ou pas beaucoup, vous payez 138 €. Sauf les foyers les plus modestes qui en étaient exemptés. Mais en fait, vous aviez beaucoup de gens qui écoutaient ou qui regardaient l'audiovisuel public et qui ne payent pas la redevance. C'est quand même dommage. Et est-ce qu'on pourra supprimer la publicité sur la télé publique ? Certains le demandent. Ça a commencé à être fait en soirée. Ça peut être un facteur de distinction pour l'audiovisuel public. Céline Calvez, merci, bonne journée. Merci.